Comment s'est achevée la guerre du Vietnam? Quelles sont aujourd'hui les conséquences de l'agent orange? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Oai Quang. Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode sur l'histoire du Vietnam. Nous avons vu dans un premier épisode la colonisation, la lutte contre l'oppression coloniale. Nous avons également vu dans un deuxième épisode l'histoire de la guerre des États-Unis au Vietnam. Et nous allons voir dans ce troisième épisode avec le docteur Oai Quang, qui est maître de conférences en sciences économiques, comment s'achève cette guerre du Vietnam et surtout quelles sont les conséquences aujourd'hui de l'agent orange. Bonjour professeur. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Alors nous avons vu dans les précédents épisodes l'histoire de la colonisation au Vietnam, la guerre du Vietnam. Nous avions parlé de l'agent orange. Pourriez-vous nous dire un mot sur la fin de la guerre du Vietnam? Comment s'achève le conflit qui a opposé les États-Unis au peuple vietnamien de 59 à 75? Je crois que le point de départ de la débâcle américaine au Vietnam, c'est l'offensive de mai 68. En mai 68, les Américains pensent qu'ils ont gagné la guerre, que ce sera le dernier quart d'heure, qu'ils allaient en finir avec la résistance vietnamienne en quelques mois. Terminé. En réalité, ils se trompaient totalement, du tout au tout, puisque avec l'offensive du Tet, qui a permis aux forces de libération nationale et à l'armée régulière du Nord-Vietnam de prendre une centaine de villes, d'arriver jusqu'au QG américain à Saigon, certes, la résistance a perdu cette bataille. Les soldats du Nord-Vietnam ont perdu cette bataille de 68. Mais à partir de ce moment-là, les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre. Comprennent. Donc, ils décident de se retirer du Vietnam, mais sans le montrer. Et donc, des négociations vont commencer, d'abord de façon secrète et puis de plus en plus ouverte, et qui vont se terminer en 1973 par les accords de Paris, qui sont signés, à Choisy-le-Roi, je crois, enfin peu importe. Donc, et ces accords de 1973 disent la chose suivante, essentiellement, que les bombardements américains sur le Nord-Vietnam vont s'arrêter, que les troupes américaines vont se retirer du Vietnam, mais ils disent pas où. Simplement, les Américains vont les retirer et les mettre à côté au Cambodge. Ce qui explique l'expansion de la guerre au Cambodge par la suite. Donc, et le Cambodge va servir de base arrière pour les Américains pour fournir des armes, pour continuer le combat, mais toujours par personne interposée. Cette fois-ci, ce sont les Vietnamiens eux-mêmes de l'armée régulière du Sud-Vietnam qui vont combattre. Sans l'appui des Américains, la guerre est quasiment terminée. Donc c'est absolument sûr qu'en l'espace de 2 ans, entre 73 et 75, c'est terminé. La résistance gagne et les Américains sont définitivement chassés du Vietnam à ce moment-là. Donc en 75, le Vietnam est réunifié sous l'autorité, donc forme un seul pays, sous l'autorité de Hanoï. Et il décide à ce moment-là de construire une économie de type socialiste. Simplement, cette économie fonctionne. D'abord, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait il y a toute une éducation à refaire pour la population. Il y a toute une série de problèmes à résoudre parce que pour pouvoir vivre, beaucoup de femmes se sont prostituées. Il y a eu les hameaux stratégiques dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Tous ces paysans-là avaient été déracinés, ne produisaient plus rien, ne savaient plus cultiver la terre et ils étaient nourris par les aliments qui arrivaient des États-Unis. Donc plus personne ne travaillait. Le Sud-Vietnam ne travaillait pratiquement plus et vivait de l'argent des Américains. Et il fallait donc remettre cette économie-là totalement cassée, désorientée, en route. C'était donc dans des conditions absolument extrêmement difficiles qu'il fallait essayer de reconstruire économiquement le pays. Donc très très difficile.
Et puis, il y a eu également le problème des personnes qui ont collaboré avec les Américains. Et tout le monde disait, il va y avoir un bain de sang. Dès que les Américains seront partis, tous ces gens-là seront assassinés. Pas du tout. Il y a eu des camps de rééducation qui ont été ouverts. Bien sûr, c'était des conditions extrêmement difficiles pour des gens qui n'étaient pas totalement blancs, en quelque sorte, au cours des années de guerre, et qu'il fallait, entre guillemets, rééduquer. Difficile pour tout le monde. Donc il y avait ces problèmes politiques, il y avait ces problèmes économiques à résoudre, et il y avait également le problème que, à la frontière du Vietnam, avec le Cambodge, les Khmers rouges s'étaient soulevés et, sous l'instigation de la Chine, avaient commencé à attaquer le Vietnam. Et par conséquent, les Vietnamiens, qui avaient fait je ne sais pas combien d'années de guerre, qui avaient une armée extrêmement forte, en quelques mois, ont balayé totalement les Khmers rouges, ont éliminé les Khmers rouges. En fait, les Khmers rouges, on ne va pas en parler maintenant, peut-être dans une prochaine émission, mais bon, ont été totalement vaincus. Et grâce finalement à l'armée vietnamienne, le problème des Khmers rouges a été résolu. Mais à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Chinois, la Chine, qui appuyait l'action des Khmers rouges, a envahi le nord du Vietnam. Les Vietnamiens ont dû repartir à la guerre dans le nord du pays. Et pendant une campagne qui a duré plusieurs mois, ils ont dû repousser l'armée chinoise, qui a fini par se retirer. Donc guerre contre les Américains, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes militaires, nouvelle guerre contre les Khmers rouges et la Chine. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles s'est faite la réunification du pays. Et puis, j'insiste pour dire, puisque je suis vietnamien, que toutes les familles du Vietnam ont été déchirées. Parce qu'une partie de la famille était dans le camp du Sud, une autre partie de la famille était dans le camp du Nord. Dans ma propre famille, ça s'est passé comme ça. Et donc j'imagine que les réseaux familiaux ont été aussi détruits à cause de ça. Et tout ça, il fallait le reconstruire dans des conditions donc inimaginables. Et j'insiste pour dire que prenons prétexte du retour, de la pénétration de l'armée du Vietnam, au Cambodge, la communauté internationale, à l'instigation des États-Unis, a appliqué l'embargo total sur le Vietnam. Embargo. Plus aucune marchandise n'entrait au Vietnam, le Vietnam ne pouvait plus rien exporter, sauf vers les pays amis du camp socialiste. L'Europe, l'Union européenne a suivi les Américains. Donc le Vietnam a été totalement, isolé, étouffé par ça. Les informations ne passaient plus, les marchandises ne passaient plus. Donc c'était une période extrêmement dure pour les Vietnam. Ils n'arrivaient plus à manger, etc. Raison pour laquelle... Si l'on résume, suite à la colonisation qui a amené au pillage des ressources naturelles, suite à la guerre d'indépendance contre la France, il y a eu ensuite la seconde guerre d'indépendance contre les États-Unis. Il y a des conditions extrêmement adverses qui ont été imposées au peuple vietnamien. Oui, mais merci de souligner cet épisode de 45 jusqu'à 30 ans, 45-75, où les conditions étaient effroyables au Vietnam, et c'est dans ces conditions-là que le Vietnam a tenté de construire une nouvelle économie. Sous sanctions économiques, comme vous venez de le souligner. Oui, en plus avec l'embargo américain, l'embargo de tous les pays occidentaux, du camp capitaliste, il faut le dire. Et donc le Vietnam était totalement isolé. Et ce qui explique, si vous voulez, ce n'est pas la seule explication. On ne va pas faire une émission d'économie, mais ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres. Mais tout ça explique aussi, ce sont les facteurs explicatifs importants de l'échec de la construction économique du socialisme dans les premiers temps. Alors, le Vietnam a tenté une seconde stratégie économique qui avait déjà été mise en place par la Chine, qui est donc ce qu'ils appellent le socialisme de marché. Et ils ont aussi essayé d'entrer
dans la communauté internationale, du commerce international. Ils ont demandé aux États-Unis, qui contrôlent tout ça, demandé à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Alors là, qu'ont fait les États-Unis? Ils ont dit d'accord, vous avez 10 ans pour mettre votre économie dans des conditions acceptables pour être admis dans l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, ça c'est ce qui doit être fait à l'intérieur du pays, les réformes qu'il faudrait faire. Mais il y a une deuxième chose que très peu de personnes savent. Les Américains ont dit, voyez, le problème de l'argent orange là, on n'en parle plus. Nous ne voulons pas que le gouvernement vietnamien reparle de l'argent orange. Donc on a imposé comme condition à l'entrée du Vietnam au sein de l'OMC Oui. le fait d'accepter de ne pas exiger d'indemnisation suite Voilà, même pas d'indemnisation, qu'on n'en parle pas, qu'on n'en informe pas. C'est ça qui explique, si vous voulez, que entre 75 et les premières années des années 90, 92, 2002, 2003, les Vietnamiens étaient atteints de beaucoup de maladies liées à l'agent orange et ne savaient pas pourquoi. Et ils pensaient que c'était parce que c'était mal conduit, que leurs ancêtres les avaient punis, enfin voilà. Alors que c'était parce que les sols étaient contaminés. Ben oui, parce qu'ils avaient été contaminés par l'argent orange, mais ils ne savaient pas tout ça. Et puis, quand le Vietnam a pu être réouvert, puisqu'on a finalement levé l'embargo, les informations ont commencé, et là, ils ont appris que les vétérans américains qui avaient été contaminés commençaient à lutter aussi, et que ce qu'ils avaient comme maladie aux États-Unis, que leurs enfants, les enfants des GIs avaient été aussi contaminés, c'était à cause de l'argent orange. Alors ils se sont dit, nous aussi, c'est à cause de ça. Et c'est là-dessus que s'est fondée la VAVA, c'est-à-dire l'association des victimes vietnamiennes de l'argent orange, dont l'une de mes sœurs a été dirigeante importante de ça. Et oui, parce qu'il faut savoir que les soldats états-uniens qui avaient utilisé l'agent orange, ont été gravement contaminés et ont présenté des maladies. Des maladies et surtout ont porté plainte devant les tribunaux américains pour exiger réparation. Ah oui, alors les soldats américains contaminés ont commencé par demander au gouvernement américain qui les avait envoyés là-bas une indemnité. Et quand on voit dans les films que nous avons faits dans quelles conditions l'épandage de l'agent orange a été fait, on voit les soldats américains tout blonds, tout jeunes, etc., torse nus, avec des lances d'incendie et arroser autour des camps militaires américains l'agent orange pour essayer de faire en sorte que la place soit parfaitement libre, parfaitement nettoyée, de façon à ce que s'ils étaient attaqués par les maquisards, ils devaient arriver. Donc on voit ces soldats américains en train d'arroser tranquillement, en train de rigoler. Voilà. Simplement, le gouvernement américain n'avait même pas fait pour ses propres soldats, n'avait même pas averti ses propres soldats de la toxicité de ce produit. Et c'est pour ça que les soldats américains ont été contaminés par ce produit. Environ 40 000 soldats américains contaminés. Quand ça rentrait au pays, eux, ils avaient les possibilités de faire des analyses médicales. Et ils se sont aperçus que c'était les maladies qu'ils avaient, un grand nombre de maladies, étaient liées à l'agent orange. Donc, ils ont attaqué le gouvernement américain. Et le gouvernement américain a dit « Niet, vous êtes soldats, vous devez ça à la patrie, niet, rien pour vous ». Ils se sont donc retournés vers les compagnies chimiques, une trentaine de compagnies chimiques, et les ont attaqués devant les tribunaux, en disant « voilà, c'est vous qui avez fourni les poisons, nous on est contaminés, vous êtes responsables ». Donc, le procès va s'ouvrir à New York, à Brooklyn. Des compagnies chimiques se sont dit, si jamais on les laisse passer, on va perdre le procès, ça c'est sûr, parce qu'ils sont tellement forts qu'on va perdre le procès. Vaut mieux négocier avec eux. Et ils ont donc négocié, enfin les soldats ont très mal négocié.
Parce que les compagnies chimiques ont accepté de verser dans un fonds de pension 180 millions de dollars pour indemniser les victimes de l'agent orange. Ce qui est très très peu lorsqu'on retire de ces 180 millions de dollars les frais du procès, les royalties, enfin pas les royalties, les honoraires des avocats, etc. Il en restait finalement assez peu de choses. Ils se sont fait rouler dans la farine par les compagnies chimiques. Voilà. Donc ils ont eu combien par tête, plus ou moins? Presque rien. Je ne me rappelle plus. Enfin, c'est marqué dans mes livres, là, mais je ne me rappelle plus. Ils ont été totalement... ils n'ont rien eu, quoi. Voilà. Et finalement, le lobby américain, enfin le lobby des soldats américains a commencé à protester. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont montés jusqu'à la Statue de la Liberté. Et puis... sur le visage de la Statue de la Liberté, ils ont accroché un drapeau américain brûlé. Non mais attendez, ils sont arrivés devant la Maison Blanche en brûlant leurs médailles, en brûlant les drapeaux américains. En signe de protestation, contre le sort qui leur était réservé. Voilà, c'est ça. Et finalement, le gouvernement américain a plié. En 91, 92, il a demandé à un institut de recherche médicale très très sérieux d'essayer de voir les relations entre les maladies et l'agent orange. Et les études ont montré que 14 maladies sont liées directement à l'agent orange. Maladie de Parkinson, tel type de cancer, etc. Et à partir de ce moment-là, en 1995, le gouvernement américain a décidé que dès le moment où vous prouvez qu'entre la période où l'agent orange a été épandu au Vietnam et que vous avez mis un pied, a boot on the ground, un pied, une botte sur le sol vietnamien, vous êtes automatiquement indemnisé. Automatiquement indemnisé. Donc depuis 1995, ils sont indemnisés à hauteur, selon la maladie, selon la gravité de la maladie, entre 2000 et 2500 dollars par mois. Pas un copec pour les Vietnamiens. Rien du tout. Hein? Voilà. Alors, mais ils sont encore dans une bataille, les vétérans américains, parce que eux sont contaminés. Mais ils disent, mais nos enfants aussi sont contaminés. Ils sont en train de se battre là-dessus aussi. Donc le combat est loin d'être terminé aux États-Unis là-dessus, sur cette question-là. Alors pour ce qui est du Vietnam, quels sont les... Alors, vous l'avez un peu évoqué précédemment, les séquelles pour la population, pour l'environnement de cet épandage de l'agent orange aujourd'hui? Alors, les conséquences sont terribles. J'ai cité quelques chiffres qui sont de la Croix-Rouge vietnamienne, 3 millions de victimes vietnamiennes, 20% des terres qui ont été contaminées, peut-être qu'elles le sont moins maintenant, mais au départ 20% des terres du Sud-Vietnam contaminées, la mangrove détruite, etc., la flore, la faune, etc. Donc le désastre écologique est extrêmement important, le désastre humain est aussi important et il continue. Le problème, il est là. Et donc la VAVA dont j'ai parlé il y a un instant, l'association des victimes de l'agent orange, face à cet apocalypse, comme le dit Alain Bouny dans son livre, Apocalypse Vietnam, en parlant de l'agent orange, ont décidé de porter plainte devant les tribunaux américains. Et là, il faut dire aussi que les vétérans américains nous ont aidés. Les vétérans américains ont invité une équipe de 2 personnes ou 2 ou 3 personnes avec des traducteurs, de venir faire des conférences aux États-Unis pendant 10 semaines. 10 semaines qui ont été complètement payées par les vétérans américains. Et c'est donc, je dois le signaler parce que, voilà, ils se battent pour la même cause finalement. Hein. Et donc, ils ont aidé beaucoup les Vietnamiens dans ce combat-là. Malheureusement, les Vietnamiens ont été déboutés, malgré les 10 semaines de conférences qu'ils ont fait dans 10 États différents. Ils ont été déboutés par le tribunal de New York. Ensuite, la VAVA a porté son affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Donc, il y a 9 juges, bien sûr. La Cour suprême des États-Unis n'a même pas examiné le problème, a dit
il n'est pas recevable. Pas recevable, tout simplement. Et donc, on a pensé que c'était terminé, qu'on ne pourrait plus rien obtenir du point de vue judiciaire, etc. Et là, on revient en France parce que François Hollande, en 2013, fait voter une loi qui dit que n'importe quelle victime française qui subit un sort dans un pays étranger, causé par un étranger, peut porter son affaire devant les tribunaux français. Or, il se trouve que l'une des victimes de l'agent orange est Madame Tran To Nga. C'était une jeune femme pendant la guerre. Elle a commencé, c'est la première femme qui a descendu la piste Ho Chi Minh dont on parlait tout à l'heure. Elle a servi de correspondant de presse, parce qu'il y avait les journaux de la Libération. Elle était correspondante de presse sur les champs de bataille. Et à ce titre, elle a été contaminée par l'agent orange. Donc on a fait des analyses et elle s'est aperçue qu'elle avait des maladies liées à l'agent orange. Donc elle a porté plainte. Elle a porté plainte devant les tribunaux français, devant le tribunal d'Évry. Et malheureusement, aujourd'hui, le tribunal d'Évry, c'était aujourd'hui, il y a 1 an et demi, le tribunal d'Évry l'a débouté en disant que, du point de vue juridique, c'est pas possible de condamner les États-Unis, etc., les compagnies chimiques. Elle attaque les compagnies chimiques et non pas le gouvernement américain. Mmh. Mais comme l'argumentation étant que les compagnies chimiques avaient été forcées par le gouvernement américain, elles bénéficiaient, elles aussi, de l'immunité des États américains. Alors, pour l'heure, Madame Nga a fait appel de ça, et la décision de reprendre ou non le procès sera donnée au mois de juillet 2024, l'an prochain. Le problème est que Madame Nga a plus de 80 ans. Les compagnies américaines jouent la montre, parce que si elle décède, le procès ne pourra pas avoir lieu. Alors, on me pose souvent la question lorsque je fais des conférences sur l'agent orange, mais est-ce qu'on ne pourrait pas porter cette affaire-là devant les tribunaux internationaux, comme la Haye, etc. Effectivement. En fait, ce n'est pas possible, parce que ces tribunaux condamneraient, jugent des personnes, mais pas des États. Or, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de l'agent orange, les présidents des États-Unis qui ont décidé de les pendre au Vietnam, ils sont tous décédés. Donc on ne peut pas les attaquer. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Alors j'ai une dernière question pour vous, professeur. Comme vous l'avez souligné, il y a d'immenses parties du territoire vietnamien qui ont été contaminées par les défoliants. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le processus de décontamination au Vietnam? Alors, quand les Américains sont partis du Vietnam, vous avez vu à la télévision qu'ils sont montés sur les hélicoptères, etc. C'est une débandade totale. Bon, ça c'est l'aspect extrêmement visible de ça, accroché sous des hélicoptères. Bon. Mais c'est la même chose qui s'est passée dans les camps américains. Ils sont partis en laissant tous les fûts qui contenaient les défoliants. Les défoliants se trouvaient dans des fûts métalliques. Bien sûr, avec le temps, ces fûts ont été corrodés par la rouille, etc. Et les produits se sont infiltrés dans la terre. Donc il y a 2 grands centres où les Américains stockaient les défoliants, à Da Nang, la base militaire de Da Nang, et la base militaire de Bien Hoa, dans le sud. Alors, la décontamination a commencé à Da Nang. Pourquoi Da Nang et qui a commencé la décontamination? Ce n'est pas le gouvernement américain qui a fait ça. Ce n'est pas le gouvernement américain. Ce sont des fondations, des industries comme Ford,
qui ont décidé de décontaminer, bien sûr, avec derrière l'appui du gouvernement américain. Mais le gouvernement américain ne veut absolument pas indemniser ni pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre du Vietnam, ni pour l'agent orange aujourd'hui, rien. Pourquoi? Tout simplement parce que seuls payent ceux qui ont perdu la guerre. Or, si les Américains acceptaient d'indemniser, de reconstruire le Vietnam, d'indemniser les Vietnamiens, ils admettraient par le fait qu'ils ont perdu la guerre. Or, ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu la guerre. Et même dans l'histoire des États-Unis, quand vous regardez l'histoire du Vietnam, de la guerre du Vietnam, ils disent on n'a pas perdu la guerre du Vietnam parce qu'on s'est retiré du Vietnam pour aller au Cambodge en 1973. Ceux qui ont perdu la guerre du Vietnam, ce sont les Vietnamiens du Sud, mais pas nous. On n'a pas perdu la guerre du Vietnam. Vous voyez? Donc il y a tout un raisonnement. Ils refusent à admettre cette réalité. Ils ne peuvent pas admettre cette réalité, que la plus grande puissance mondiale, militaire, économique, ait pu être vaincue par un peuple de paysans qui marchaient sur des sandales au chimine, c'est-à-dire des sandales faites avec des pneus de camion. Voilà, ils marchaient là-dessus. Et c'est ce peuple de paysans qui a foutu par terre la plus grande puissance américaine. Comment l'Amérique peut-elle admettre une chose pareille? Elle ne peut pas l'admettre. Mais elle pousse, elle aide par derrière, elle finance par derrière ces organisations. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, il faut comprendre la géopolitique mondiale. À l'heure actuelle, la puissance économique montante, c'est la Chine, qui se profile comme étant l'adversaire prochain des États-Unis. Voilà. Or, la Chine est en train d'essayer de prendre toutes les îles qui se trouvent dans la mer dite de Chine, spécialement les îles Paracel et les îles Spratly. Les îles Paracel appartiennent, du point de vue historique, au Vietnam. Les Vietnamiens, donc, le gouvernement vietnamien se dit, on a besoin des Américains pour nous défendre contre la Chine si elle veut nous attaquer. Donc, on va leur permettre de revenir à Da Nang, parce que Da Nang, c'est quoi? C'est le seul port en eau profonde du Vietnam. Donc, les gros navires peuvent venir là. Et si les gros navires américains viennent là, les Chinois hésiteront à venir. Donc, tous ces facteurs géopolitiques expliquent pourquoi les Américains ne veulent pas reconnaître que les Vietnamiens les invitent quand même à revenir, que les accords qui se font, tout ça, c'est sur fond de géopolitique mondiale. Il y a les Spratly qui sont aussi à côté. Le Vietnam possède une partie des îles Spratly qui sont revendiquées par 7 pays du sud-est asiatique. Or, la zone Paracel, Spratly, par là passe le tiers du commerce maritime mondial. Le tiers. Donc, si les Chinois prennent ça, ce sera très, très dommageable. Ça se trouve dans le Pacifique. Ce sera très, très dommageable pour la puissance américaine. Sans compter que aux alentours des îles Spratly et Paracel, on a découvert du pétrole. D'accord? Voilà. Donc, on a affaire à une configuration géopolitique extrêmement complexe qui, à la fois, permet de résoudre le problème de la décontamination et finalement de faire revenir les Américains là où ils ont été chassés. Maintenant, du point de vue technique, je dois finir là-dessus, peut-être, pour décontaminer, ne serait-ce que les 2 grandes bases dont je viens de parler, il faut excaver la terre sur plusieurs dizaines de mètres. Et il faut la porter à plusieurs centaines de degrés pour pouvoir détruire la dioxine. Vous imaginez le travail que ça occasionne pour décontaminer seulement ces 2 bases-là. Et comme je viens de le dire, 20% du territoire vietnamien a été contaminé. Et sans compter les endroits où les avions, les hélicoptères qui transportaient l'agent orange ont été abattus, mais il faut aussi décontaminer tout ça. Comment va-t-on faire? Ah ouais. C'est un chantier colossal. Ça demande un argent colossal pour ça. Donc voilà où on en est du point de vue
il faut compter tout ça. Ce n'est pas seulement, c'est pas seulement un problème scientifique, parce que peut-être qu'on pourrait découvrir, on a cherché, je crois que les chercheurs ont trouvé une bactérie capable de manger la dioxine de ce vaisseau. Je crois qu'il y a une dizaine d'années qu'ils ont trouvé ça. En tout cas, j'ai lu un article dessus où des chercheurs helvètes, suisses et coréens ont découvert une bactérie. Mais bon, je n'ai pas suivi cette affaire-là. Mais pour l'instant, la seule méthode, c'est d'excaver la Terre et de la porter à température ambiante. Mais le problème est extrêmement compliqué. Il y a une dimension géopolitique. Merci professeur pour cette causerie passionnante qui nous a permis d'en savoir plus à la fois sur l'histoire du Vietnam, sur la guerre du Vietnam et sur l'agent orange. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, La Cochinchine. Vous avez également publié votre autobiographie itinéraire d'un immigré de Cochinchine, que l'on voit ici. Vous avez également travaillé sur l'île de la Réunion, de la plantation au capitalisme dépendant. Auteur prolifique, professeur Wai Kwong. Esclavagisme et engagisme, que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Le capital en toute simplicité. Et entre autres, l'économie de l'esclavage colonial. Merci à vous pour votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine causerie de l'histoire. Merci beaucoup, Salim, de m'avoir invité à cette causerie. Merci à vous, professeur. Merci.